Richaro Mafela a piloté le dernier avion à quitter l'aéroport de Palu, en Indonésie, quelques instants avant la tragédie. La nuit semblait pourtant ordinaire. Le commandant de bord était aux commandes du vol 602-31, les passagers étaient installés, le ciel était dégagé, et tous les instruments indiquèrent des conditions idéales pour un décollage sans encombre. Rien ne laissait présager le danger. Malgré le calme absolu, un événement inattendu se produisit. Mafela perçut comme un appel intérieur, un murmure urgent et insistant, lui ordonnant de partir immédiatement. Contre toute logique aéronautique et tous les protocoles qu'il avait suivis pendant des années, il décida d'obéir à cette intuition. Cette décision, prise en quelques minutes, allait sauver la vie de 148 personnes. Mais qu'était cette voix? Une prémonition? Un instinct? Ou quelque chose qui dépassait la raison? Richaro Mafela était un pilote expérimenté, habitué au ciel indonésien. Réputé pour sa discipline et sa précision, il respectait scrupuleusement chaque règle, examinait chaque détail et les procédures aéronautiques lui semblaient une seconde nature. Pourtant, cette nuit de septembre, un événement inattendu vint perturber l'ordre qui avait toujours rythmé sa routine. Une fois installé dans le cockpit, il ressentit un malaise inexplicable. Ce n'était pas dû à la météo, le ciel était stable. Ni à l'équipement, tout fonctionnait parfaitement. C'était une sensation silencieuse et profonde qui ne lui disait qu'une chose: décoller immédiatement. Les pilotes sont formés au respect des horaires et des protocoles. Avancer un décollage est non seulement rare, mais peut être considéré comme une grave erreur. Malgré tout, Mafela était certaine que rester sur place comportait un risque. Elle regarda sa montre, ressentit la gravité de la situation et décida d'agir. Il se tourna vers l'équipage et donna un ordre inattendu. Ils devaient demander l'autorisation de décoller immédiatement avec un préavis de 3 minutes. Les copilotes trouvèrent cela étrange, mais firent confiance au ton ferme du commandant. Dans la tour de contrôle, le jeune contrôleur Antonius Gunawan Agung remarqua quelque chose d'inhabituel dans la voix de Mafela. Il y avait de l'urgence, un ton inhabituel pour une demande de routine. Même en sachant que la situation était inhabituelle, il n'hésita pas. « Batik, 6231, autorisé au décollage ». Ces mots suffisaient à faire basculer le destin de dizaines de personnes sans que personne ne s'en aperçoive. Mafela poussa les gaz et l'avion s'élança sur la piste, toujours plus vite, jusqu'à décoller. Dans la cabine passager, 148 personnes se détendaient, inconscientes d'être déjà hors de danger. Certains lisaient, d'autres fermèrent les yeux, d'autres encore contemplèrent simplement la côte indonésienne par le hublot. Pendant ce temps, dans le cockpit, le cœur du commandant battait la chamade. Il éprouvait un mélange de peur et de soulagement, car même en vol, il savait qu'une force invisible avait guidé sa décision. Cet instinct mystérieux était toujours présent, mais désormais accompagné du soulagement d'avoir agi à temps. Des années plus tard, il décrira ce moment comme l'un des plus étranges de sa carrière. Il n'y avait aucune preuve concrète, aucun avertissement, aucun indicateur technique justifiant de déroger au protocole. Malgré tout, il a suivi son intuition, cette petite voix intérieure qui lui disait qu'il ne pouvait attendre. Ce choix est devenu la ligne invisible entre la vie et la mort. Pour les passagers, le décollage s'était déroulé sans encombre. Pour le commandant de bord, ce fut un rappel troublant que parfois l'instinct préfigure la raison. Mais ce qui allait se produire quelques minutes plus tard prouverait que sa décision n'avait rien à voir avec la superstition. Que s'est-il passé exactement au moment où le vol 602-31 a quitté Palu? Tandis que l'avion accélérait, les lumières de la piste se sont transformées en traînées floues, et les moteurs ont rugi avec une force croissante. Le Boeing A320 a pris de l'altitude en douceur dans la nuit, et à cet instant précis, le commandant de bord a senti sa poitrine s'alléger, comme si un poids invisible venait de s'envoler. Pour la première fois de la journée, il a respiré librement, convaincu que le danger, quel qu'il fût, était resté au sol. Dans la cabine passager, tout semblait normal. Les ceintures bouclées, les encas ouverts, les enfants endormis au doux ronronnement des moteurs. Rien ne laissait présager qu'ils venaient d'échapper à une catastrophe. 3 minutes seulement après le décollage, la réalité au sol bascula brutalement. À 18h05, un violent séisme de magnitude 7,5 a frappé Palu. Le sol tremblait comme s'il était vivant, fissurant le béton et faisant vaciller les bâtiments de toute la... La piste d'où venait de décoller le vol 602-31 commença à se fissurer. De longues crevasses irrégulières se propageant comme du verre brisé. La tour de contrôle, un bâtiment de 4 étages, se mit à osciller dangereusement, menaçant de s'effondrer à tout moment. Pour tous ceux qui se trouvaient encore à l'aéroport,
il n'y avait plus d'endroit sûr. Là-haut, dans le ciel, les passagers dérivaient, inconscients de tout. Ils voyaient le littoral se dessiner sous le soleil couchant, sans imaginer que ce même littoral était déformé par les ondes sismiques. Le commandant de bord tenta d'appeler la tour de contrôle. Aucune réponse. Il réessaya. Le silence persistait. La communication n'avait pas été interrompue par des problèmes techniques, mais par le chaos absolu. Les contrôleurs aériens s'enfuirent en panique tandis que le bâtiment s'effondrait autour d'eux. La différence entre la survie et la tragédie tenait à quelques minutes. Si l'avion était resté sur la piste comme prévu, la secousse aurait commencé avant le décollage. L'asphalte se serait fendu sous le train d'atterrissage, piégeant l'appareil sans espoir d'évacuation. Avec 148 personnes à bord, les conséquences auraient été inimaginables. Mais la simple décision de décoller plus tôt a permis à tous d'être mis à l'abri du séisme, au moment précis où il atteignait son intensité maximale. Plus tard, la vérité sur ces 3 minutes allait éclater au grand jour. Dans le cockpit, le capitaine ressentait déjà la gravité de la situation. Il n'avait pas de mots pour décrire cette prémonition, seulement une angoisse sourde l'envahissait tandis qu'il scrutait l'horizon. Il savait qu'ils étaient partis à temps, mais il ignorait qu'un second danger s'était déjà réveillé. Car, au large des côtes indonésiennes, les séismes se limitent rarement à de simples secousses. L'énergie est souvent transmise à la mer, et la mer réagit. Ce qui émergeait des eaux allait bientôt révéler au commandant ce qu'il attendait. Vu d'en haut, le monde semblait se briser au ralenti. Il observa l'océan se comporter d'une manière qu'aucun manuel d'entraînement n'aurait pu enseigner. De larges cercles d'eau commencèrent à s'étendre, telles des ondulations provoquées par la chute d'une pierre dans un lac. Mais ces vagues grossirent, formant des murs. Au début, il crut à un reflet de lumière, mais en quelques secondes, il comprit. C'étaient des vagues gigantesques qui s'éloignèrent du rivage et prenèrent de la hauteur. La mer n'était plus calme. Elle était en train de créer quelque chose de monstrueux, une force qui allait tout engloutir sur son passage. À 450 mètres d'altitude, l'avion bénéficiait d'un point de vue exceptionnel lors de catastrophes de cette ampleur. Le littoral de Palu était déformé en contrebas. Des bâtiments s'effondraient et des nuages de poussière s'élevaient. Les rues se déchiraient comme du papier mouillé. Le pilote tenta à nouveau d'appeler la tour de contrôle. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Le silence radio était plus pesant que n'importe quel cri. Certains passagers commencèrent à remarquer l'étrange comportement de l'océan. D'autres, inquiets, désignèrent la côte du doigt, sans toutefois comprendre ce qui se passait. Dans le cockpit, cependant, l'instinct du capitaine le savait déjà. Il ne s'agissait pas d'un simple tremblement de terre. La mer avait absorbé le choc, et à présent, elle réagissait violemment. Un tsunami était né. Il appuya doucement sur la manette des gaz, maintenant une montée régulière, comme si l'altitude pouvait protéger l'avion de l'horreur qui se déroulait en contrebas. Les secondes lui paraissaient interminables, et il comprit que, tandis que ses passagers étaient sains et saufs, des milliers de personnes au sol allèrent devoir affronter un combat perdu d'avance. Palu, une ville de plus de 300 000 habitants, se trouvait directement sur le passage des eaux. D'en haut, il pouvait distinguer les contours sombres qui avançaient vers la côte. Des vagues qui gagnaient en intensité et commençaient à bouleverser le destin de tout un peuple. Les vagues ne se déplaçaient pas en ligne droite. Elles formaient des arcs, encerclant la baie avec une précision dévastatrice. La forme naturelle du littoral agissait comme un entonnoir, canalisant toute la force vers le cœur de la ville. Mafela décrira plus tard cette scène comme surréaliste, un cauchemar se déroulant en plein jour. Il ne pouvait intervenir, mais il ne pouvait pas non plus détourner le regard. Son devoir était de guider l'appareil vers l'avant, mais ses yeux restaient fixés sur la destruction en contre. Il savait que le silence radio n'était pas un hasard. Quelque part dans cette tour instable, quelqu'un restait à son poste, assumant sa responsabilité tandis que le monde s'effondrait. La question n'était plus de savoir si Palu avait été touché, mais combien de temps on pouvait survivre dans cette ville en ruine. Et tandis que l'avion poursuivait sa route vers le nord, une autre histoire commençait déjà à s'écrire au sol. Une histoire de courage et de sacrifice au sein d'une tour sur le point de s'écrouler. Tandis que l'avion prenait de l'altitude, le chaos régnait dans les 4 étages de la tour de contrôle de l'aéroport de Palu. La force du séisme secouait la structure comme si elle était tenue par un géant. Des panneaux de plafond volaient en éclats et tombaient comme une averse. Les vitres volaient en éclats et le matériel roulait sur le sol. Les contrôleurs aériens, qui quelques secondes auparavant guidaient de nombreux vols, luttaient désormais pour leur survie. Ils s'emparèrent de ce qu'ils purent et coururent vers l'escalier de secours, tentant de s'échapper avant que la tour ne s'effondre complètement. La peur remplaça l'ordre, et chaque seconde devint cruciale.
Au centre de ce chaos se trouvait Antonius Gunawan Agung, 21 ans. C'est lui qui avait autorisé le décollage du vol 612-31 quelques minutes plus tôt. À présent, alors que les alarmes hurlaient et que les murs se fissuraient autour de lui, ses collègues lui criaient de courir. « Sortez immédiatement! L'immeuble s'effondre !» Mais Agung ne bougea pas. Il resta à son poste de pilotage. Le radar indiquait toujours que l'avion montait, et il savait que l'appareil n'avait pas encore officiellement quitté son espace aérien. Si un problème survenait dans les premières minutes de vol, l'équipage aurait besoin de réponses, et il serait le seul capable de les fournir. Le devoir l'emportait sur la peur. La responsabilité l'emportait sur l'instinct. La tour grinçait sous la pression. Le béton se déformait. La poussière rendait l'air presque irrespirable. Pourtant, Agung gardait les yeux rivés sur le radar, répétant mentalement l'altitude et la route de l'appareil. Pour un observateur extérieur, rester dans un bâtiment au bord de l'effondrement semblait de la folie. Pour lui, c'était un choix guidé par un engagement profond. Son métier de rêve depuis l'enfance, guider les avions en toute sécurité dans le ciel. Et même dans les moments les plus sombres de sa carrière, il n'allait pas renoncer à ce rêve. Les secondes semblaient une éternité. Les secousses s'intensifièrent, engendrant de profonds grondements dans les structures d'acier. Par les hublots, on voyait le sol s'ouvrir et des véhicules être projetés comme des jouets. Malgré tout, Agung garda son sang-froid jusqu'à ce qu'il soit certain que le vol lui échappait totalement. Ce n'est qu'alors qu'il s'éloigna de la console. C'est à cet instant qu'il comprit le prix de son choix. L'escalier s'était effondré. Les sorties étaient bloquées par des débris. La tour continuait de trembler à chaque secousse, le laissant prisonnier à 4 étages de hauteur, sans aucune issue. Dans le silence qui suivit, Agung prit conscience de la gravité de son acte. Il avait assuré la sécurité de 148 personnes qu'il ne rencontrerait jamais, mais, pour ce faire, il avait risqué sa propre vie. Malgré tout, il ne paniqua pas. Des témoins ont déclaré qu'il était resté calme, cherchant un moyen de s'échapper jusqu'au tout dernier moment. Son courage dans cette tour instable a fait la différence entre la vie et la mort pour tous les passagers du vol 612-31. Mais qu'adviendrait-il de lui lorsque, finalement, la structure s'effondrerait sous l'effet du séisme? Lorsque le vol 611-31 a disparu des écrans radars, Agung s'est éloigné du poste de contrôle pour se rendre compte que toutes les issues de secours étaient déjà détruites. La tour oscillait et craquait, et il était piégé à 4 étages de hauteur, isolé, entouré de béton et de débris de verre. Dehors, les sirènes et les cris résonnaient dans l'aéroport. À l'intérieur de la tour, il n'y avait que poussière, débris et le bruit de l'effondrement. Les équipes de secours ont tenté de le rejoindre. Certains ont escaladé les parties effondrées du bâtiment, mais les répliques sismiques les ont contraints à battre en retraite à plusieurs reprises. Malgré tout, ils ont persévéré. Ils ont refusé de l'abandonner. Des heures plus tard, ils parvinrent à l'atteindre et à l'extraire des décombres. Son corps était broyé, son uniforme déchiré, et du sang giclait sur le sol. Mais le plus impressionnant, il respirait encore. Faible, mais vivant. L'urgence changea. Il était temps de le sauver non seulement de la tour, mais aussi d'une mort imminente. À l'hôpital le plus proche, les médecins étaient confrontés à une situation impossible. Des centaines de blessés arrivaient avec des fractures et des lacérations profondes. Mais l'état d'Agung était bien plus critique. Il souffrait d'une hémorragie interne que le matériel disponible ne pouvait maîtriser. Ses poumons étaient endommagés et il présentait des signes évidents de traumatisme grave. L'équipe a tout mis en œuvre, mobilisant toutes ses ressources, à chaque seconde, pour le stabiliser. Un hélicoptère devait le transférer dans un hôpital plus important, le seul capable de le sauver. Il devait tenir bon jusque-là. Les minutes s'étiraient comme des heures. Chaque respiration était un combat. Les infirmières comprimaient ses plaies, les médecins surveillaient son pouls, qui faiblissait de plus en plus. Mais à la tombée de la nuit sur Palu, l'espoir commença à s'amenuiser. L'hélicoptère n'arriva jamais. Les routes étaient détruites, les communications coupées, et le chaos du tsunami rendait toute aide extérieure pratiquement impossible. Finalement, le jeune homme resté à son poste pour protéger 148 inconnus ne put être sauvé. Quelques heures après son acte de courage, Antonius Gunawan Agung est mort sur un lit d'hôpital, loin de la tour, mais toujours hanté par le poids de sa décision. Ces derniers instants n'ont pas été marqués par la panique, mais par une résistance silencieuse. Des témoins ont rapporté que, même blessé, il est resté calme, comme s'il comprenait pleinement la portée de son acte. Le contrôleur aérien qui a refusé d'abandonner son devoir a tout donné pour la sécurité des autres. Son histoire ne s'est pas arrêtée à la survie, mais à un héritage, un exemple de devoir et de courage qui lui survivrait. Pourtant,
Alors que sa vie s'éteignait, les passagers dans le ciel ignoraient encore le prix qu'il avait payé. Comment allaient-ils découvrir que leur voyage en toute sécurité était garanti par le sacrifice d'une personne qu'ils ne rencontreraient jamais? Là-haut, dans la cabine du vol 602-31, le calme régnait, presque un silence complet. Les passagers, confortablement installés dans leurs sièges, discutaient, somnolaient ou distrayaient leurs enfants avec des dessins animés sur leur téléphone portable. Certains contemplèrent le coucher de soleil sur la côte indonésienne par le hublot, sans se douter qu'ils avaient frôlé la mort quelques minutes auparavant. Pour eux, ce n'était qu'un vol ordinaire, une traversée rapide entre deux îles. Pour le capitaine Mafela, en revanche, le poids de l'incertitude persistait. Il tenta à plusieurs reprises de contacter la tour de contrôle de Palu, mais chaque tentative resta vaine. En temps normal, cela aurait pu indiquer une panne technique. Mais ce jour-là, ce silence avait une toute autre signification. Malgré tout, il garda son calme. Il maintint le cap. Il guida son équipage avec sérénité, sans alarmer personne. Son rôle était de maintenir le contrôle, même lorsque le monde en contrebas était en train de s'effondrer. À l'approche de Makassar, l'équipage a entamé la procédure d'atterrissage avec sa précision habituelle. L'atterrissage s'est déroulé en douceur et certains passagers, soulagés, ont même applaudi discrètement. Nombre d'entre eux ont sorti leur téléphone portable, envoyé des messages et publié des photos et des vidéos du voyage, ignorant encore que Palu avait été dévasté. Ils débarquèrent normalement et traversèrent le terminal, sans se douter de rien. La révélation n'arriva que plus tard, lorsque le commandant Mafela consulta enfin son téléphone. Des messages commencèrent à affluer. Des vidéos et des informations se déversèrent sur les écrans. Le tremblement de terre, la piste fissurée, la tour qui oscillait, les vagues qui déferlaient sur la baie. C'est alors qu'il comprit. Le silence à la radio n'était pas une erreur. C'était le son de gens qui se battaient pour leur vie, et celui d'un jeune homme qui était resté à son poste jusqu'à la toute dernière seconde. La vérité le frappa de plein fouet. Le vol en toute sécurité de ses passagers était garanti par un sacrifice dont aucun d'eux ne serait jamais témoin. Pour les voyageurs, l'histoire d'Antonius Gunawan. L'histoire n'a été révélée que plusieurs jours plus tard, lorsque les gros titres ont mis en lumière le courage d'un contrôleur aérien de 21 ans qui avait refusé de quitter son poste. Certains passagers ont par la suite avoué avoir été bouleversés d'avoir frôlé la tragédie, tandis que d'autres ont exprimé leur profonde gratitude envers cet inconnu qui avait fait preuve de responsabilité au lieu de fuir. Ce qui semblait n'être qu'un vol ordinaire s'est trouvé à jamais lié à une histoire de courage et de tragédie. Les passagers du vol 602-31 ont repris le cours de leur vie, mais leur survie a eu un prix inestimable. Ils sont rentrés chez eux, ont repris leur travail et ont vécu normalement. Tandis que le jeune homme qui leur avait ouvert la voie ne reviendrait jamais. L'histoire de Hong a soulevé une question troublante, qui persistait même après la catastrophe. Comment une nation doit-elle se souvenir de celui qui a tout donné pour des gens qui ignoraient jusqu'à son nom? Dans les jours qui suivirent, son nom franchit les frontières de l'aéroport de Palu détruit et se répandit dans tout le pays. Ses funérailles devinrent un moment national empreint de tristesse, mais aussi de fierté. Des soldats ont porté son cercueil recouvert des couleurs du drapeau indonésien, rouge et blanc, tandis que des milliers de personnes se massaient dans les rues pour lui rendre un dernier hommage. Pour un pays qui peinait à se reconstruire après le séisme et le tsunami, son histoire est devenue un symbole d'espoir, la preuve que le courage peut briller même dans les heures les plus sombres. À 21 ans, Hong a marqué l'histoire. Il n'a jamais commandé de troupes ni occupé de poste à haute responsabilité. Pourtant, un seul acte, à un moment crucial, a sauvé plus de vies que bien des figures historiques. La presse l'a surnommé le gardien du ciel, et les autorités l'ont reconnu comme un héros national. Son sacrifice ne s'est pas traduit par des médailles ou un titre honorifique, mais par le fait que 148 personnes ont pu s'échapper saines et sauves du vol 602-31, grâce à sa détermination à rester dans la tour de contrôle, alors que tout s'effondrait autour d'elle. L'aéroport de Palu a été reconstruit et, au sein de ses nouvelles infrastructures, un mémorial dédié à Hong et aux autres victimes de cette journée tragique a été érigé. Pour chaque pilote, passager ou employé qui y transite, ce mémorial rappelle silencieusement qu'un jeune homme, seul face au chaos, a choisi le devoir plutôt que sa propre vie. Son histoire est devenue une référence dans les formations aéronautiques, illustrant que la responsabilité peut l'emporter sur la peur. L'héritage d'Antonius Gunawan est marqué non seulement par la tragédie, mais aussi par de rares valeurs humaines, preuve éclatante que le courage n'a pas d'âge et que le dévouement à une mission, même au péril de sa vie, peut inspirer toute une nation. Son nom est entré dans la mémoire de l'Indonésie, non pas par soif de gloire,
mais parce qu'il a choisi de protéger des personnes qu'il ne rencontrerait jamais. Son histoire invite à une réflexion qui dépasse le cadre de l'aviation. Souvent, le véritable héroïsme est discret, silencieux, et naît de l'instant où l'on décide de faire passer les autres avant soi. Mais elle nous laisse aussi avec une question pour ceux qui ont survécu et pour ceux qui viendront. Comment mesurer la valeur d'une vie donnée par autrui? Et comment faire en sorte que ce souvenir ne se perde pas avec le temps? L'histoire du vol 602-131 montre que le courage n'est pas toujours visible ni bruyant. Il se révèle parfois lorsqu'une personne prend une décision inattendue, sous la pression, guidée uniquement par sa conscience. Le commandant Mafela a ressenti un appel inexplicable. Hong est resté inébranlable jusqu'au dernier moment, et ensemble, ils ont démontré que la responsabilité peut être plus forte que la peur. 148 vies ont été sauvées, et un héritage qui perdure. Et vous, qu'est-ce qui définit véritablement le courage en temps de crise? Partagez votre avis. Et si cette histoire vous a touché, poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres récits méconnus qui méritent d'être racontés.